Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi et moi aujourd'hui on se retrouve pour parler du guide pratique du DPO de la CNIL. Boum, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la table des matières pour que tu vois comment est composé ce guide, quelles sont les questions auxquelles ce guide répond et que ça t'aide un petit peu à te projeter. Tous les guides de la CNIL sont écrits en français, encore une fois, ils sont hyper accessibles, mais c'est vrai que bah, je le remarque, hein, mes clients préfèrent toujours que je leur explique ce qui est marqué dans le guide plutôt que de juste leur envoyer le guide sans explication. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, table des matières, première partie, on voit effectivement qu'on a plusieurs informations. La première, c'est enfin, l'avant-propos, quelles sont les missions de la CNIL et le rôle du DPO. Alors, effectivement, le rôle du DPO, il va être divisé en plusieurs fiches, qui est conseiller, pardon, et accompagner l'organisme, contrôler l'effectivité des règles, être le point de contact de l'organisme sur les sujets RGPD et assurer la documentation des traitements des données. Jusque-là, rien de délirant et on reste assez en lien avec notre article 39 du RGPD, évidemment. Donc, je pense bien que moi, j'ai trouvé mon RGPD sous la main. Ensuite, deuxième partie, c'est la question de la désignation du DPO. Donc, dans la fiche numéro 1, on va voir dans quel cas il faut désigner un DPO, qui peut être désigné DPO, il semblait bien. Dans la fiche numéro 3, on va voir comment on fait si on veut distinguer un DPO interne ou un DPO externe, et aussi comment on fait pour mutualiser la fonction, pour les DPO mutualisés, et comment on désigne un DPO. On va voir aussi un autre chapitre qui parle de l'exercice de la fonction de DPO. Quels sont les moyens qui doivent être attribués au DPO? Quel est le statut du DPO? Et que faire en cas de départ, de congé ou du remplacement de DPO? Comment la CNIL accompagne-t-elle les DPO? Donc, on a des outils pour se former, les outils pour trouver une réponse et les outils d'aide à la mise en conformité RGPD. Et ensuite, on a la petite foire aux questions qui va bien. Donc, la foire aux questions, elle répond aux questions suivantes. Je recherche un DPO pour mon organisme, comment faire? Qu'apporte la désignation d'un DPO si mon organisme a déjà un service juridique compétent en matière de protection des données? Où le DPO doit-il être localisé? Ça fait référence aussi au représentant du DPO. Je sais pas si tu te souviens, si tu as vu l'article, la vidéo à ce sujet, sur l'article 27, je crois. Ouais, je pense que c'est l'article 27. Est-ce que je suis bien? Ouais, le représentant du responsable de traitement, effectivement, c'est bien l'article 27. Donc, effectivement, ça va répondre à cette question-là. Quelle langue doit parler le DPO? Le titre de délégué à la protection des données DPO-DPD est-il réservé aux personnes désignées auprès de la CNIL? Pourquoi la CNIL utilise l'abréviation DPO que DPD? Comment un DPO peut-il se former? Et là, on va voir un truc hyper intéressant. Donc, dans les annexes, c'est donc des documents un peu plus applicables, un peu plus concrets. Les questions imposées à se poser lors de la désignation d'un DPO. Le modèle de lettre de mission remis par l'organisme au DPO lors de sa prise de fonction. Le formulaire de désignation du DPO et un glossaire. Donc, on va juste scroller rapidement pour voir un petit peu comment il se compose ce document. Mais en vrai, il est vraiment hyper simple, hein. De toute façon, tous les documents de la CNIL sont hyper simples. Quelles sont les missions de la CNIL? Bon, ben là, on a une jolie petite infographie qui va bien. Ensuite, on a la petite fiche sur le rôle du DPO avec effectivement les informations, conseiller et accompagner l'organisme, contrôler l'effectivité des règles, être le point de contact de l'organisme sur les sujets RGPD, les questions fréquentes, la réponse est ici, la fiche concernant la désignation du DPO, avec des exemples. Donc ça, c'est un petit peu les critères de comment on sait si on désigne un DPO ou pas. Ensuite, qui peut être désigné DPO? Donc effectivement, on a plus d'informations. Enfin, vraiment, tu vois, hein, ce document, sincèrement, il est facile, quoi. Il suffit juste de se poser, de réfléchir un peu dessus, mais c'est vraiment pas.
Donc là, tu as le DPO interne, tu as les avantages et inconvénients, DPO externe, avantages, inconvénients, DPO mutualisé. J'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs à ce sujet avec juste mon avis à moi en tant que humain, en tant que INSC. Donc n'hésite pas à la voir, je vais essayer de te la mettre quelque part par là. Et ça, effectivement, je m'étais pas basée sur ça quand j'ai fait ma vidéo, mais c'est vrai que ça peut être hyper complémentaire de regarder ça avec. Comment désigner un DPO? Donc c'est ce qu'on disait, hein, rien de nouveau. Donc tu as toutes les questions ici qui vont bien. L'exercice de la fonction du DPO, le statut du DPO, ça c'est hyper important. Regarde, tu vois, il ne doit pas recevoir d'instructions dans l'exercice de ses missions, il doit être hyper autonome. Donc ça veut dire que toi, quand tu es DPO, il faut vraiment que tu te connaisses bien et que tu saches comment tu fonctionnes et quelle est ta bonne méthode de travail parce qu'on n'est pas censé te dire quoi faire. Donc si tu as tendance à avoir besoin d'instructions, peut-être que le métier de DPO est pas forcément pour toi. Ne pas faire l'objet d'une sanction ou d'un licenciement du fait de l'accomplissement de sa mission, fait directement rapport aux échelons les plus élevés de la direction de l'organisme. Là, pareil, hein, ça implique énormément de relationnel, de capacité à être hyper synthétique, hyper précis, à savoir donner uniquement l'information essentielle à notre client, à notre interlocuteur. Et ça, c'est pas des choses qu'on apprend à la fac de droit. On nous apprend tout à fait l'inverse. Donc effectivement, il y a énormément d'humain et de relationnel pour pouvoir faire ce métier de DPO. Hein. C'est pas que la compétence technique, ça c'est certain. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a aussi? L'exercice de la fonction de DPO, donc toutes les petites fiches qui vont bien avec les informations. Comment la CNIL accompagne les DPO, là cette partie elle est peut-être plus pour nous, euh, DPO pour voir voilà, comment faire, etc. Le titre, donc ça c'est une petite question, et les annexes. Donc pour les annexes ici, alors ça c'est hyper intéressant, on a ici une série de questions à poser, à se poser avant la désignation d'un DPO. Donc c'est des questions pas délirantes, hein, bien sûr. Hein. La personne pressentie connaît-elle les enjeux ou a-t-elle un intérêt pour la protection des données? Bon, a priori, jusque-là, merci. Est-il prévu de communiquer en interne sur la désignation du DPO? Les missions et conditions d'exercice des missions du délégué sont-elles formalisées dans une lettre de mission ou un contrat de prestation de service? Ça, c'est hyper important, surtout si c'était DPO externe, de bien cadrer dans ton contrat et dans ta lettre de mission qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, où s'arrête ta responsabilité, où commence ta mission, tout ça, c'est vraiment hyper important. Donc voilà, ça, c'est un petit listing de questions tout, au final, qui a énormément de sens, énormément de sens et qui est ultra simple, mais qui te permet, quand tu connais rien du tout au sujet, quand tu pilotes le sujet de loin alors que tu connais rien, ça te permet justement d'avoir un cadre. Ici, on va le voir dans une autre vidéo, c'est un modèle de lettre de mission remis par l'organisme au DPO lors de sa prise de fonction. Ça, c'est hyper intéressant de voir un petit peu. Tu vois, il n'y a que 2 pages, hein, donc c'est hyper facile. Mais ça permet justement de donner un bon cadre et c'est la CNIL qui l'a rédigé, donc c'est rassurant. Ici, on a le formulaire de désignation du DPO auprès de la CNIL. Donc bon, c'est juste un screen de ce qu'il faut faire, c'est pas bien compliqué. Et un petit glossaire avec les informations. Et boum! Voilà. Petite vidéo assez rapide, en même temps, il n'y a pas forcément plus de choses à dire à part va lire le guide. C'est très bien fait, très clair, très organisé, donc ça devrait être utile, soit pour te projeter en tant que futur DPO, soit si tu es client, employeur, etc., pour savoir à quoi s'attendre et quelles informations aller chercher. Voilà.